Elle s'appelle Stella, elle est la dernière née des boules de Noël de Meisenthal. Dévoilée officiellement hier soir en grande pompe, elle a été imaginée par le designer Jean-Simon Roch et façonnée par les verriers du CIAV. L'école de la deuxième chance, déjà présente à Forbach, vient d'ouvrir une antenne à Sarreguemines. L'organisme de formation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés ou souhaitent se réorienter. Ils peuvent bénéficier d'un suivi pendant 7 mois au maximum. Un chef papou au collège Himmelsberg, à 23 000 km de sa Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mudidge Kepanga est venu rencontrer les collégiens à l'issue de la projection de son film Frères des arbres, l'appel d'un chef papou. Une sensibilisation des plus jeunes avec un message fort contre la déforestation. Désert de Hellfest à Sarreguemines. L'association Moselle Productions veut promouvoir la musique métal en Moselle. En attendant son premier Moselle Open Air en juillet prochain, l'association a organisé un grand concert 100% métal sur la grande scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les collégiens s'essayent au tir laser. La société d'escrime et de tir de beach a proposé une animation aux élèves de 6e du collège Jean-Jacques Kieffer. Ils ont pu découvrir le tir sportif à la carabine laser, une discipline olympique. Les petits footballeurs de l'Alliance 2008 en entraînement intensif avec des membres de l'équipe de l'école de foot du FC Metz. Les 65 jeunes U8 à U11 se sont retrouvés sur les installations de l'AS Kalhausen. Au programme, des ateliers de technique, de motricité, de slalom et de duel. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission avec Sandrine qui met une nouvelle fois les pieds dans le plat. Cette semaine, c'est Mélanie qui lui a lancé un défi culinaire. Avant le réconfort, il y a l'effort. On parlera de cyclisme avec les deux invités du jour, Hubert Wagner et Ludovic Gruning, président et éducateur du Sprinter Club de Sarreguemines. On va d'abord commencer en découvrant en détail la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. L'attente est terminée pour les fans. Hier soir a été dévoilé le 34e modèle, Stella. Elle est née de l'imaginaire de l'artiste designer Jean-Simon Roch. Elle sera disponible à la vente pour le grand public à partir de ce jeudi. La voici en images. Une étoile en mouvement sur le devant de la scène. Comme une danseuse, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, Stella, a été sous le feu des projecteurs pour sa révélation. C'est l'artiste designer Jean-Simon Roch avec les équipes du CIAV qui ont donné vie au millésime 2023. C'est la première fois que Jean-Simon travaille avec du verre. C'est une rencontre en fait entre un peu mes lubies qui sont autour du mouvement et des choses qui s'animent et de ce que j'ai pu observer dans les ateliers. C'était de se dire bon, en fait quand on la sort, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on l'accroche directement et puis voilà on la voit tourner, ou est-ce qu'on a envie de la manipuler un peu. Mais c'est vraiment ce geste que peut avoir un enfant ou qui va prendre sa voiture et qui va la faire rouler sur les murs et tout ça, et en fait qui se raconte des histoires avec. Et moi c'est ce que j'avais un peu envie de trouver. On la sort de sa boîte, on la pose, on la fait tourner et puis voilà, c'est la fête qui commence. Le designer a travaillé de concert avec les souffleurs de verre. Il a effectué des allers-retours entre son atelier et le CIAV. Le prototype de Stella avait une forme un peu différente au départ. Ces petites vagues qui sont sur la pièce, il les avait en haut et en bas, et en fait ça techniquement c'est difficile à réaliser. On a essayé d'avoir plutôt une forme arrondie en bas, et par rapport à ce qu'il voulait, c'était plus intéressant aussi pour que la boule tourne mieux. Stella est le 34e modèle et succède à la boule Extra. Elle s'intègre dans la lignée des boules de Noël de Meisenthal qui sont devenues un emblème du pays de beach. Lorsqu'on regarde évidemment ce magnifique objet, on est très loin des standards, mais on est surtout émerveillé par cette capacité d'innover, d'expérimenter et en même temps de nous entraîner dans ces festivités de Noël de manière rythmée. Et puis au Pays de Beach, c'est évidemment de nous permettre de développer évidemment de l'activité économique, de l'activité touristique, de développer la richesse culturelle qui est la nôtre. Plus de 70 000 boules de Noël, tous modèles confondus, ont été vendues l'année dernière. 80% de la production est vendue sur place. Notre idée, c'est pas forcément d'inonder le marché mondial, mais de faire ce qu'on peut avec notre énergie, notre passion, notre amour du métier. Cette année, on compte produire à peu près 35 000, 40 000 boules Stella, plus toutes les collections antécédentes qu'on a produites tout au long de l'année. Donc on va être dans le même chiffre classique de production annuelle. Avec la dernière née, les équipes du site Verrier espèrent mettre des étoiles dans les yeux des plus petits comme des plus grands.
Et demain, émission spéciale consacrée à la boule de Noël de Meisenthal en compagnie du designer Jean-Simon Roch, du directeur du CIAV Yann Grinenberger et du président de la CCPB David Suc, à découvrir demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Dimanche, ce sera le grand rendez-vous des travailleurs frontaliers. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle tiendra son assemblée générale à 9h15 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est ouvert à tous. Ce sera l'occasion de faire le point sur l'avancée des combats menés par le comité, mais aussi d'évoquer les très nombreux licenciements annoncés en Sarre. Le président du comité de défense des travailleurs frontaliers, Arsène Schmitt, sera notre invité lundi sur Mosaïque Cristal. L'école de la deuxième chance s'installe à Sarreguemines, déjà présente à Forbach depuis 2009. L'organisme de formation vient d'ouvrir une antenne dans la cité faïencière. Un premier groupe de 12 jeunes a déjà été créé. Ils pourront être accompagnés durant plusieurs mois dans leur projet professionnel. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. De nouvelles opportunités pour les jeunes avec l'école de la deuxième chance. Avec cette antenne créée à Sarreguemines, l'organisme de formation veut attirer les jeunes du secteur. Il accompagne ceux qui souhaitent se réorienter ou qui sont déscolarisés. Les jeunes sont âgés de 16 à 25 ans et doivent avoir au maximum le bac. Les jeunes sont en centre chez nous et en alternance en stage en entreprise. Quand ils sont en centre, ça va être remise à niveau en français, en maths, en informatique. Ça va être construction du projet professionnel. Donc là, c'est très très vaste et très individualisé. Donc c'est vraiment en fonction des jeunes. On va lever tous les freins périphériques au possible et on va travailler le projet. Donc alors on a des jeunes qui arrivent, qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, d'autres qui ont déjà une idée. C'est totalement au cas par cas. Les jeunes peuvent démarrer leur formation à l'E2C tout au long de l'année. À l'issue, ils obtiennent une attestation de compétences. Le suivi se fait sur 7 mois maximum, mais ils peuvent sortir dès qu'une solution a été trouvée. On a sur le 2C de Forbach chaque année environ 75% de sorties positives. Voilà, donc positif pour moi, c'est un emploi de minimum 2 mois ou une entrée en formation qualifiante ou diplômante, voire même une création d'entreprise, ça c'est vu. Durant leur parcours à l'école de la deuxième chance, les jeunes sont rémunérés. 200 € pour les mineurs, 500 € pour les majeurs et jusqu'à 700 € pour des cas particuliers comme les bénéficiaires du RSA. À Sarreguemines, un premier groupe de 12 jeunes a été constitué. Le 2C souhaite en créer d'autres. Au total, en 2023, 90 jeunes ont déjà été accompagnés sur le site de Forbach et ses antennes de Saint-Avold et Sarreguemines. 23 000 km, c'est la distance qui sépare la France de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce chemin, Mudidge Kepanga n'a pas hésité à l'effectuer une nouvelle fois pour venir à la rencontre de collégiens de notre secteur. Après Grosse Bliderstroff l'an passé, il s'est déplacé cette année au collège du Himmelsberg à Sarreguemines. Guillaume Dumontail a assisté à sa rencontre avec les collégiens. Ces élèves ne s'y trompent pas, c'est une personnalité mondiale qui vient aujourd'hui leur rendre visite. Mudidje Kepanga, chef papou de la tribu des Ouli. Il s'est fait connaître dans le monde entier à travers son film Frères des arbres, l'appel d'un chef papou, qui vise à sensibiliser l'humanité sur la disparition progressive d'une des plus grandes forêts primaires du monde, celle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans la tribu des Ouli, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on considère que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et cette prophétie, qui concerne l'humanité tout entière, me semble très importante. C'est comme leur cœur pour eux et que c'est vraiment malheureux de détruire une forêt primaire telle que celle-ci parce que c'est vraiment elle qui nous aide au quotidien, qui produit notre air, notre oxygène. Avant de s'entretenir avec Mudidje Kepanga, les élèves éco-délégués et ceux scolarisés en classe de 3e ont regardé son film. Son discours était clair, limpide et engagé. Il nous a fait passer comme message la déforestation, la pollution et qu'il faut arrêter ça. Lors de cette rencontre hors norme, l'écologie n'était pas le seul sujet abordé. Cette visite, cet accueil dont nous sommes très heureux, s'inscrit à la fois dans l'axe de travail du collège de Himmelsberg qui est le développement durable, puisque nous sommes des établissements labellisés. Et deuxièmement, c'est aussi amener nos élèves à devenir curieux, à être dans le dialogue, la rencontre avec quelqu'un qui vient de notre pays, de notre culture, qui a complètement des modes de vie complètement différents et qui témoigne et qui interroge aussi les élèves.
Au collège du Himmelsberg aussi, les élèves réalisent des actions en faveur du climat et ils plantent également des arbres. Une initiative qui a particulièrement plu au chef Papou. De son côté, dans son pays, depuis la sortie du film Frères des arbres, la situation a bien évolué et dans le bon sens avec la mise en place d'actions pour lutter contre la déforestation. C'est l'objet d'un second documentaire intitulé Gardiens de la forêt qui sera diffusé sur Arte le 9 décembre prochain. Protéger notre forêt primaire. Changement radical d'ambiance, l'association Moselle Production a à cœur de faire vivre la musique métal en Moselle. Pour cela, elle a organisé vendredi soir sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines un festival métal qui a réuni près de 500 spectateurs. Des métalleux qui ont fait le déplacement pour découvrir 4 groupes, Camo, Yenville, Kamizoka et Dagoba. Retour sur cette soirée avec Émilie Capodici, Tom Corsica et Icam Productions. Après le succès des événements Chill & Sun tout l'été sur l'esplanade du Casino, changement d'ambiance pour Moselle Productions. Ce vendredi, c'est un événement 100% métal que l'association a organisé à Sarreguemines sur la scène de l'Hôtel de Ville. Au programme Camo, groupe originaire de Sarreguemines, du metalcore avec Yenville, puis les gagnants du tremplin Hellfest 2023 Kamizolka et enfin en tête d'affiche Dagoba. Un groupe pilier de la scène métal en France depuis plus de 20 ans. Pour un premier événement, l'affiche ambitieuse a su séduire les amateurs de métal de toute la région. Pour l'instant, ça a l'air de très bien se passer. Pour une ouverture de concert en salle, on a eu beaucoup de monde qui était déjà à l'avant de la scène, qui ne sont pas restés au bar, qui sont déjà allés découvrir le premier groupe. Donc ça, c'est déjà très positif. Sur la jauge, en début de soirée, là, on doit être à peu près à 200, 300 personnes. On attend encore que la jauge s'augmente dans la soirée. On pense qu'on va finir sur 500 personnes. On sera pas mal. Un événement organisé dans la plus pure tradition métal et ses valeurs, le respect de tous et une ambiance bon enfant. L'ambiance d'un festival métal, c'est-à-dire on se retrouve que entre passionnés. C'est un milieu de passionnés, donc on se retrouve que entre copains. Ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchie sociale. On a le petit ouvrier smicard qui est avec le médecin et on oublie les barrières, on se retrouve là pour la même passion, c'est la musique. On sait que les gens sont réceptifs, il fait froid dehors, je pense que ça a apporté pas mal de chaleur et ça c'est cool. C'est que tout le monde soit heureux, tout le monde ait du fun, peu importe. Que tu boives, que tu boives pas, que tu sois fille, garçon ou autre, ce que tu veux, peu importe. C'est bête, mais le but, faisant de la musique, c'est que, et faisant des concerts, c'est que tout le monde passe un bon moment. Donc que nous, voilà, on ait le privilège de s'amuser sur scène et que le public, du coup, puisse s'amuser, qu'on puisse partager juste un bon moment, en fait, tout simplement. Et battez-vous. Dans les règles de l'art, mais battez-vous. Le métal a cet avantage d'être un style qui est quand même relativement large, où on peut, chacun peut y trouver son compte de, des mélodies ou des refrains les plus pop ou les plus doux aux sous-branches les plus extrêmes. C'est quelque chose qui c'est un peu comme un terrier de lapin où chacun peut y trouver son compte. Oh, c'est beau, ça. Terrier de lapin. Pas d'accord. Un événement intitulé le Préquel Show, car l'association a pour projet à terme d'importer l'esprit du Hellfest en Moselle avec un festival métal en plein air qui aura lieu les 20 et 21 juillet 2024 avec déjà de grosses têtes d'affiche en négociation. Pour la deuxième fois, la société d'escrime et de tir de beach s'est invitée dans les cours de sport des élèves de 6e du collège Jean-Jacques Kieffer. Les enfants ont pu découvrir la discipline olympique du tir sportif à la carabine laser et certains ont révélé leur potentiel. Reportage d'Emilia Zell. Un œil sur la cible, le doigt sur la gâchette prêt à tirer, il faut viser le centre pour gagner. De jeudi à vendredi, la société d'escrime et de tir de beach a proposé une animation aux élèves de 6e du collège Jean-Jacques Kieffer. Elle a fait découvrir le tir sportif aux enfants à travers quelques heures de tir à la carabine laser. L'organisation de l'animation s'est faite en collaboration avec la municipalité. C'est la deuxième fois que la set de beach intervient dans l'école. La première fois, c'était avant la pandémie du Covid-19. Vendredi matin, ils étaient 27 collégiens se répartir en groupes de 3 sur les 10 postes de tir.
La pratique de cette discipline olympique a eu lieu au gymnase du COSEC. Après des explications sur les bases de ce sport et quelques conseils techniques, la compétition amicale a pu commencer. L'objectif, viser le point rouge pour marquer le plus de points possible afin de qualifier son équipe pour la finale et être les vainqueurs. Pour beaucoup d'enfants, le mercredi après-midi, le programme, c'est entraînement de foot. Les joueurs et joueuses de l'Alliance 2008, nés entre 2013 et 2016, ont eu la chance d'être coachés par des membres de l'équipe de l'école de foot du FC Metz. La séance s'est déroulée sur les installations de l'AS Kalausen. 65 jeunes ont participé aux différents ateliers devant la caméra d'Emilia Zell. Garder un œil sur son ballon pour slalomer entre les cônes, tout en regardant autour de soi pour prendre les informations. Un exercice pas forcément évident, mais ces jeunes footballeurs se débrouillent bien. Les jeunes de U8 à U11 de l'Alliance 2008 ont eu droit à une après-midi d'entraînement avec l'équipe de l'école de foot du FC Metz. C'est suite aux rencontres entre l'Alliance et l'école sur les plateaux que l'événement s'est organisé. Le but, c'est de montrer un peu ce qu'on fait à l'Alliance, c'est que le FC Metz voit aussi un peu ce qu'on fait de notre côté, et puis pourquoi pas d'apporter des rectifications et puis des améliorations sur notre façon de travailler. Et puis mettre un peu d'étoiles dans les yeux de nos jeunes joueurs. Pour l'équipe de l'école, l'objectif n'était pas de recruter, mais de nouer des liens avec les clubs. L'objectif, c'est surtout d'échanger avec les clubs. La relation avec le club, avec les éducateurs, justement pour améliorer, pour développer notre façon de travailler, amener justement notre expertise professionnelle envers les éducateurs, de manière à ce que les éducateurs aussi puissent après imaginer, reproduire, essayer et tester les différents exercices qu'on a animés avec eux aujourd'hui en fait. Ils étaient 40 joueurs de U8 et U9 et 25 joueurs de U10 et U11 à participer aux ateliers à Kalausen. Séparés en 4 groupes, ils ont évolué sur des ateliers de technique, de motricité, de slalom et de duel avec opposition sur petit but puis sur grand but. Les différents entraînements ont plu aux jeunes joueurs et ont commencé par porter leurs fruits selon eux. Quand j'ai joué, je sentais que je commençais à être plus fort et que je courais un petit peu plus vite. C'était trop bien parce qu'il y avait des entraînements qu'on n'a pas fait et avec les coachs du FC Metz, on a appris des autres trucs. L'Alliance 2008 souhaiterait garder ce contact avec l'école de foot du FC Metz et peut-être mettre en place un partenariat. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi le vélo et ce ne sont pas les invités du jour qui diront le contraire. Alors pour les intimes, c'est le SCS, le Sprinter Club Sarreguemines, et dans quelques jours, le 1er décembre, le club aura 25 ans, mais pour vous, ça représente plus d'un quart de siècle. Oui, tout à fait, plus d'un quart de siècle, le Sprinter Club depuis 25 ans, effectivement, mais le vélo est bien implanté dans la cité depuis le début du XXe siècle, je pense au niveau de 1903-1904, la date de la création de la première pédale sarregueminoise. Ensuite, il y a eu différentes dénominations comme le Serena Club, et puis ça a donc évolué jusqu'à l'intitulé actuel qui est le Sprinter Club de Sarreguemines. Aujourd'hui, Sprinter Club. Et alors aujourd'hui, vous comptez combien de membres ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Est-ce qu'il y a aussi des femmes ? Il n'y a pas beaucoup de femmes d'habitude dans le vélo. Hein ? Oui, mais quand même, là, effectivement, on attire quand même de plus en plus des athlètes féminines. Et puis, voilà, bon, c'est vrai, on oscille autour de 3 ou 4 féminines, mais c'est déjà pas mal. C'est un début qui est plutôt prometteur. En tout cas, ce sont des filles qui sont très, très engagées. Et au total, combien de membres ? 70 membres. 70 membres, on compte en ce moment à peu près 70 membres et c'est en constante progression. Puisque justement nous avons fait la part belle à l'accueil des jeunes. Hein. Donc voilà, notre grand projet, c'est la création d'une école de vélo. Notamment avec vous l'avez mis en place l'année dernière. Tout à fait. Elle fonctionne comment ? Ça a lieu quand ? Est-ce que les enfants peuvent vous rejoindre ? Bien sûr, c'est ouvert tous les mercredis après-midi. Actuellement, à l'étang de Beau Soleil, à 15h, on se retrouve pour une séance de cyclocross. Hein. Donc c'est une séance qui se compose d'une
partie technique, bien sûr, spécifique au cyclocross, donc comment rouler un peu dans la boue, dans l'herbe. Mais on fait aussi de la préparation physique. Le vélo, c'est un sport complet. Et pour préparer les enfants, on leur fait faire un peu de footing, des mouvements pour renforcer l'ensemble du corps. Et sur le reste de la saison, donc printemps-été, on roule sur la route, on fait des exercices aussi d'habileté sur le vélo, avec des cônes, des parcours, un peu comme au foot finalement, et puis aussi de l'entraînement physique, parce que le vélo c'est évidemment très physique aussi. Et puis aussi les premières compétitions, et notamment l'an dernier. Bien sûr, il y a des courses régulièrement, presque tous les week-ends. Et nos jeunes ont déjà brillé, gagné des courses, sont régulièrement sur les podiums. On a dans la région une représentation de plus en plus visible et qui monte aussi en qualité. On est au stade de la construction de l'équipe, donc on progresse, on apprend, on regarde ce que font les autres grands clubs dans la région. C'est dans les Vosges et en Alsace qu'il y a les plus grosses écoles du cyclisme. Alors l'école pour les jeunes, ils sont combien à peu près pour le moment et c'est de quel âge à quel âge ? Nous avons 13 licenciés actuellement, donc c'est le seuil qui nous permet de nous faire labelliser école de cyclisme. Donc le dossier est en cours, Hubert a travaillé là-dessus. Et ça commence en catégorie U7, c'est-à-dire sur les enfants qui ont à partir de 7 ans en compétition, jusqu'en U13, c'est-à-dire les catégories jusqu'à 13 ans. Donc voilà, il y en a. Minime, Benjamin, voilà, c'est les anciennes appellations. Et puis vous le disiez, donc la prochaine étape, c'est le label officiel. C'est facile à décrocher, ça? C'est très administratif? Oui, enfin bon, il y a un projet à écrire, il faut comment dire, démontrer un petit peu notre engagement dans cette voie-là. Et oui, effectivement, il y a une date butoir là, au mois de décembre. Le dossier doit être présenté à la Fédération française de cyclisme qui va, je l'espère, pouvoir labelliser notre projet. Voilà. On a parlé à l'instant de premières compétitions des jeunes, mais en fait, les membres du Sprinter Club de tous âges participent à des compétitions. Quel est un peu le palmarès du club ? Eh bien, en fait, comme l'a évoqué Ludo, effectivement, chez les jeunes, on a vraiment de beaux résultats avec des victoires, des podiums régulièrement. Mais là, même chez les seniors, dans les catégories élites, rien que dimanche dernier, il y avait un cyclocross qui était proposé à Dame-Levière, qui a été remporté par un sociétaire de notre club. On en est particulièrement fiers. Voilà. Et puis il y a les compétitions auxquelles vous participez, il y a aussi les compétitions que vous organisez ou co-organisez dans le secteur, le Grand Prix de Sarreguemines, le Grand Prix cycliste de la communauté d'Aglo, ça c'est sur route. Ouais. Et puis samedi, vous organisez le championnat de Moselle de cyclocross. Alors ça va se dérouler comment ? Alors le cyclocross, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces gens qui courent avec le vélo sur le dos, hein, qui grimpent les escaliers pour franchir les obstacles. Parfois il y a des planches, il y a des passages dans des bacs à sable. Et ensuite il faut sauter sur le vélo et aller le plus vite possible sur un terrain qui est bien souvent constitué d'herbe, de boue, surtout en ce moment. Oui, cette semaine ça s'annonce bien boueux. Complètement, voilà. Et donc c'est assez spectaculaire quand même. C'est un sport qui est très spectaculaire, très physique et qui remporte quand même un certain succès puisque de plus en plus de jeunes sont prêts à être adeptes de cette discipline qui prend beaucoup d'essor dans l'est de la France, mais également surtout ça nous vient de la Belgique. C'est bien sûr, c'est eux un petit peu la terre de développement de cyclocross, mais qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus plébiscité par pas mal de sportifs. Et ce qui est génial, c'est pour les spectateurs, c'est que c'est un tracé court où ils peuvent vraiment voir plein de choses. Ça se passe à Beausoleil ? À Beausoleil, voilà, effectivement. À proximité de l'aire de jeu de Beausoleil. Et on a estimé que 75% du circuit peut être observé d'un seul point. Voyez-vous, sur le haut de cette aire de jeu Beausoleil, on peut suivre les évolutions des coureurs. Durant, ça dure une heure maximum la course élite. Voilà. Et donc rendez-vous samedi. Mais en attendant, il y a déjà un autre événement cette semaine. Oui, tout à fait. Alors justement, en levée de rideau ou en préambule, comme on voudra, le jeudi 16 novembre aura lieu le deuxième cyclocross de sport adapté. Donc là, il est ouvert
aux personnes qui sont scolarisées dans les établissements médico-sociaux et qui pourront s'exercer sur le circuit qui va être utilisé le 18 novembre pour ce fameux championnat de Moselle. Donc le but, c'est de faire du vélo inclusif au Sprinter Club. Complètement. Voilà, on a été labellisé encore une fois par la Fédération française de sport adapté. Et donc on est sensible à la cause des personnes en situation de handicap. Et on leur propose des activités physiques, voire même des compétitions comme celle qu'on va proposer jeudi matin. Ça sera peut-être sous la pluie, ça sera sans doute avec de la boue, parce que le vélo, c'est par tous les temps, aussi bien sur route que dans la boue, c'est ça ? Complètement, ouais. Alors ça nous permet aussi de garder les licenciés pieds à l'étrier, de façon à ce qu'ils traversent l'hiver avec leur vélo. Ok, et on va justement regarder les prévisions météo pour demain. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Bon cyclocross jeudi et surtout samedi. Et puis si vous avez de la chance, la météo va peut-être s'améliorer pour les spectateurs. Mais quoi qu'il arrive, il y aura de la boue. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. C'est sous un ciel gris et entre deux gouttes que je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un état des lieux des crues. Sur le site internet de Vigicrues, tous les voyants sont au vert pour le moment en ce qui concerne la Sarre, mais une bonne partie de l'Alsace est déjà en alerte jaune, alors il faudra rester vigilant. Et sinon, côté ciel, pas d'amélioration attendue pour demain, le temps sera toujours très gris mais légèrement pluvieux. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Albert et il fera jour de 7h44 à 16h54. Passez tous encore une bonne journée et à demain! Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Même sale, un emballage n'a pas besoin d'être lavé. De plus, le laver nécessite d'utiliser de l'eau, une ressource qu'on doit aujourd'hui économiser. Les déchets sont ensuite envoyés vers des centres spécialisés où ils sont triés mécaniquement et manuellement. D'ailleurs, il ne faut surtout pas emboîter les emballages car cela complique le geste de tri sur le tapis de recyclage. Et certains de ces déchets pourraient ne pas être recyclés. Il suffit de bien vider les emballages pour éviter de salir la poubelle et de limiter les odeurs. De toute façon, tous les emballages seront lavés avant leur recyclage. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre Pour une nouvelle découverte artistique. Je reçois une jeune chanteuse et pianiste originaire de Kerbach. Elle a seulement 14 ans et elle est venue nous faire découvrir sa voix. Elle s'appelle Georgia Bonilori. I don't need no light to see.
savoir plus sur cet artiste et découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Ça n'a pas échappé à nos internautes, Sandrine est une gourmande et c'est donc tout naturellement que Mélanie l'a mise au défi de réaliser des brownies au Nutella. Je vous laisse découvrir le résultat en cuisine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette et surtout quand il s'agit de manger du chocolat. Et ça, Mélanie l'a bien compris puisqu'elle me met au défi de réaliser des brownies au Nutella. Alors autant vous dire que là, on va parler entre vrais gourmands. Et on va tout de suite jeter un œil aux ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de Nutella, 2 gros œufs, 60 g de farine, 30 g de cacao en poudre non sucré, 100 g de sucre en poudre, 60 g de beurre fondu, une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel et 60 g de pépites de chocolat. Et je sais que c'est pas très compliqué à réaliser comme gâteau, il faut juste pas tout mélanger n'importe comment. En général, on divise les ingrédients dans deux catégories. D'un côté, les ingrédients secs qu'on va incorporer seulement une fois qu'on a obtenu une pâte homogène avec ce qu'il nous reste d'ingrédients à côté. Alors je vais déjà commencer par tamiser la farine et le cacao pour éviter un maximum les grumeaux et je les laisse de côté le temps de faire le reste. Je vais ensuite mélanger le beurre fondu avec le sucre et faire blanchir un petit peu la préparation à l'aide d'un batteur. Je vais m'arrêter là avec le beurre parce que je crois que c'est avec les jaunes d'œufs qu'on peut les faire blanchir. Là j'ai peur de partir en crème au beurre, donc je vais m'occuper du reste des ingrédients. Et pour les œufs, quand dans la liste des ingrédients il n'est pas précisé que ce soit des jaunes et des blancs, je pense que ça veut dire qu'on peut les laisser entiers, donc c'est ce que je vais faire. Et après mes œufs, il me reste plus que deux ingrédients, de l'extrait de vanille et du sel. Alors l'extrait de vanille, je vais pouvoir l'ajouter tout de suite. Et le sel, comme on n'a pas besoin de faire monter des blancs en neige, je suis pas sûre que ce soit dans la préparation qu'il faille l'ajouter, donc je vais le mettre avec la farine. Et on mélange le tout. Et là maintenant c'est le moment d'ajouter le Nutella. Alors on va l'incorporer au mélange et je pense que je vais le mélanger mais à la spatule et pas au batteur parce que bon, on n'a pas envie non plus d'avoir une chantilly de Nutella. Même si quoique, franchement ce serait un chouette défi à relever ça. Et on mélange surtout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et je vous en avais jamais encore parlé, mais c'est pas du tout interdit de goûter les recettes avec les doigts. Parce que bon, en vrai, on voudrait pas servir quelque chose de mauvais. Alors, dans le doute, on goûte. Et là, on va passer à l'étape critique où on va devoir incorporer la farine avec notre pâte. Et en général, c'est à cette étape-là où on dit adieu à notre pâte bien lisse. Mais pour pas trop galérer, je vais essayer d'y aller par étapes. Une fois, deux fois et trois fois. Bon, eh bien on s'en sort pas si mal, on a quand même conservé une pâte bien lisse. Et puis maintenant, on goûte. On rajoute les pépites. Et on regoute pour vraiment être sûr. En attendant, j'ai déjà préchauffé le four et il me reste plus qu'à préparer le moule. Alors, il faut que le moule soit pas trop profond parce que sinon le gâteau va mettre trop longtemps à cuire. Et j'ai peur qu'on perde un petit peu le côté moelleux et un peu collant qu'on cherche dans un brownie. Même si bon, vu le gras qu'il y a dans la préparation, ça m'étonnerait qu'on arrive à obtenir un résultat trop sec. On rajoute une feuille de papier sulfurisé et on va couler la préparation dans le moule. Et ça part au four à 180 degrés, je pense pendant moins de 30 minutes pour garder un effet un petit peu gâteau mi-cuit comme les fondants. Et voilà ce qu'on obtient après 40 minutes de cuisson. Bon, je vous avoue, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, mais c'est parce que mon moule est un peu plus épais qu'un moule à brownie classique, je pense. Et écoutez, franchement, ça donne trop envie. Mais là, il est encore très chaud, donc je vais le laisser refroidir parce que j'ai peur qu'il s'émiette un petit peu. Écoutez, il a l'air pas mal du tout, Il se tient bien en tout cas. Et pour les amoureux du chocolat, là on y est. Ça c'est vraiment parfait pour l'heure de goûter. En tout cas, un grand merci Mélanie pour ton idée de recette. Et vraiment, si vous avez d'autres idées de recettes au chocolat, surtout n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis moi, je me ferai un plaisir de remettre les pieds dans le plat. Mais après, bon, je voudrais pas vraiment vous influencer. Envoyez-moi ce que vous voulez et je serai très contente. À très vite. Excellent. Ouais.
J'avais peur que ce soit trop chocolat, mais au final, non. C'est jamais trop chocolat. Non, il n'y a jamais trop de jamais chocolat. trop chocolat. Et au final, quand on y réfléchit, c'est un peu, on peut dire que c'est un brownie 3 chocolats. Parce qu'on a le Nutella, le cacao et les pépites. C'est vrai. Après, je veux dire, on n'a pas trop abusé. On pourrait encore ajouter, je sais pas, de la crème anglaise. De la chantilly. On va pas faire ça. Non. Ce serait un peu trop. C'est vraiment trop.